Bienvenue sur Ici Éco. Le système de santé du pays est lourdement affecté avec 5 hôpitaux hors service et 4 autres fonctionnant en dessous de leur capacité. Les pressions sur les hôpitaux dans les régions accueillant les déplacés ont également augmenté, surchargeant ces établissements de santé, ajoutant à la pression sur le personnel médical et les services de santé. Si la guerre se prolonge, la situation catastrophique continuera à s'aggraver, rendant les choses encore plus difficiles pour tout le monde, ce qui nécessite impérativement un cessez-le-feu face à la détérioration de la situation humanitaire et à la pression immense sur toutes les infrastructures au Liban. L'Organisation mondiale de la santé a averti que le risque de propagation du choléra au Liban est très élevé, après avoir confirmé le premier cas d'infection bactérienne en raison de la guerre. L'organisation a signalé le risque de propagation du choléra parmi des centaines de milliers de déplacés. Le ministère de la Santé libanais a confirmé un cas potentiel de choléra chez une citoyenne libanaise qui s'est rendue à l'hôpital. Durant cet épisode, nous nous pencherons sur les problèmes de santé publique et le risque de propagation des maladies dans les centres d'hébergement, surtout avec l'approche de l'hiver. Nous allons discuter à propos de ce sujet avec le président de l'Ordre des médecins, Youssef Bakhash. De plus, durant cet épisode, nous nous pencherons sur les conséquences économiques de la guerre ainsi que la situation des déplacés dans le cadre de la crise économique que connaît le Liban, et cela avec l'expert en économie et en finance, Nicolas Chichani. Professeur Bakhash, merci d'être avec nous. Bonjour à vous, Maurice. Je commence directement avec la première question, si c'est possible. Le premier cas de choléra au Liban, donc, n'est pas un bon signe. Donc, vous dites quoi à propos de ce problème? Tout à fait. En fait, si on doit aujourd'hui décrire la situation de la communauté libanaise ou de la population libanaise, surtout après un mois de guerre sans arrêt, on sait, selon le ministère de la Santé et le gouvernement libanais, que le nombre des déplacés a dépassé le 1 300 000 Libanais et que le nombre des réfugiés qui sont dans les centres a dépassé les 200-250 000 réfugiés dans les centres, dans les écoles, les dispensaires. Et la majorité de ces centres sont arrivés à leur capacité de réception maximale. Ça veut dire que dans certaines chambres, qui normalement sont faites pour recevoir 4 personnes, il y a 12 personnes qui vivent dedans. Donc ces conditions de cohabitation, bien sûr, elles ne sont pas saines et elles sont très propices aux épidémies, aux maladies contagieuses. En parlant de choléra, effectivement, il y a quelques jours, un cas de choléra a été diagnostiqué dans le Nord. Un enfant qui a été admis à l'hôpital pour des diarrhées sans arrêt, et le diagnostic a été confirmé par le laboratoire. Depuis, il y a eu 5 autres cas qui ont été diagnostiqués. Mais rapidement, les médecins des centres de soins primaires, les médecins du ministère de la Santé se sont déplacés et ils ont fait des prélèvements au niveau des sources d'eau du village, de la région, du camp où ces cas ont été diagnostiqués. Et aujourd'hui, on attend les résultats pour comprendre la source. En fait, ce qui s'est passé, et ça on l'a eu il y a 2 ans au Liban, le choléra vient de l'eau qui a été souillée par des sources d'extrêmement. Donc, juste pour expliquer si c'est possible, premièrement, jusqu'à aujourd'hui, donc, nous avons 6 cas vérifiés. 6 cas, tout à fait, 6 cas vérifiés et diagnostiqués. Très bien. Donc, comment se propage le choléra, pour expliquer aux téléspectateurs? Alors, d'abord, on l'attrape en consommant de l'eau souillée, ou alors en mangeant des denrées, c'est-à-dire des légumes, des fruits,
qui ont été lavés avec de l'eau souillée, de l'eau que normalement on doit boire, de l'eau saine, mais qui a été contaminée par des sources qui contiennent le microbe du choléra. Donc, en fait, c'est un problème d'hygiène, c'est un problème d'infrastructure, d'évacuation et d'infrastructure en adduction d'eau. Et on peut bien comprendre cette épidémie ou ce début d'épidémie parce qu'aujourd'hui, si l'infrastructure dans un village est faite pour recevoir un certain nombre de gens, aujourd'hui, suite à l'émigration, aux déplacés, les gens ont été multipliés dans certains villages 10 fois. Quelles sont les principales maladies que vous craignez de voir se propager parmi les déplacés? Alors, déjà, il y a une semaine, l'association libanaise de dermatologie, avec l'ordre des médecins, ont fait des visites dans certains centres de réfugiés à Beyrouth et on a déjà diagnostiqué des dizaines de cas de gale qui commençaient à se propager dans ces centres. Mais vite, on s'est orienté vers le ministère de la Santé et les bureaux responsables, et le ministère a fourni le médicament qui est l'ivermectine, qui se trouvait déjà dans les pharmacies du ministère de la Santé. Et aujourd'hui, les cas de gale sont en régression et cette épidémie, elle est contenue. Dire gale, c'est dire hygiène, n'est-ce pas? Tout à fait, tout à fait. Tout vient de cette proximité. Il suffit d'un cas et d'un contact direct. Ça se propage. Tout à fait. Oui. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'on craint? On craint à l'arrivée de la saison d'hiver. Bien sûr, on craint des épidémies de grippe. On craint des épidémies de Covid. Et ça, c'est sûr. Moi, je peux garantir qu'on va avoir des épidémies de Covid. Elles ne seront pas aussi grave que la Covid qu'on a vécue en 2021-2022, mais vu le nombre de gens qui vivent à proximité, on va avoir une propagation très importante. Quelles sont les conséquences? C'est que la majorité des gens, et surtout ceux qui ont une immunité un peu faible, et aujourd'hui la majorité des déplacés l'ont, parce que psychologiquement, ils sont dans une situation très fatiguée. Donc, leur immunité ne peut pas se défendre comme une personne normale. Et surtout que la nourriture aussi, elle est très précaire chez les gens déplacés. Ça, c'est clair. On va avoir beaucoup de gens qui vont faire des complications respiratoires, des pneumonies. Et ils vont être amenés à être hospitalisés, donc prendre des lits dont on a besoin aujourd'hui pour soigner les blessés de guerre. Donc aujourd'hui, l'Ordre des médecins a fait et travaille sur un plan de prévention avec le ministère de la Santé, avec les centres de soins primaires qui ont des unités mobiles et qui se déplacent dans les centres de réfugiés. C'est ça, juste pour dire, est-ce que excusez-moi, mais oui. Comme nous le savons, le ministère de la Santé publique au Liban, en collaboration avec les établissements de santé et les organismes spécialisés, ont élaboré un certain plan pour lutter contre la propagation des maladies au milieu de ces centres d'hébergement. Donc, vous nous dites maintenant, si c'est possible d'expliquer un peu les principaux éléments de ce plan-là. Tout à fait. Alors, le plan consiste, aujourd'hui, il y a à peu près 1000 centres de réfugiés qui sont liés à 250 centres de soins primaires. Ça veut dire qu'en moyenne, chaque centre de soins primaires couvre entre 3 et 5 centres de réfugiés. Ce centre de soins primaires a des groupes mobiles qui sont formés d'infirmières, de techniciens. Et aujourd'hui, l'Ordre des médecins a fourni le médecin qui doit faire le diagnostic. L'importance de cette collaboration, c'est que le médecin va aller voir, va aller tourner entre ces gens-là, faire le diagnostic
d'une façon très précoce d'une maladie, d'une épidémie, d'un problème cutané, respiratoire, etc. Et le ministère de la Santé peut fournir le médicament. Donc aujourd'hui, cette équipe spécialisée peut diagnostiquer mais les médicaments sont bien fournis. Tout à fait, par le ministère de la Santé. Lui, il a reçu tous les dons qu'on reçoit depuis une dizaine de jours à partir de tous les pays amis du Liban. Et les donateurs. Les donateurs, donc ils ont fourni, et même l'ordre des médecins, même l'Organisation mondiale de la santé, l'UNICEF qui a fourni aussi les vaccins pour les enfants. Donc le médecin va diagnostiquer, va donner le plan de traitement, et l'infirmière et les techniciens vont fournir le médicament ou le vaccin. Par exemple, aujourd'hui, on travaille sur une vaccination large pour la prévention. C'est ça, nous allons. Donc vous dites qu'une campagne de vaccination sera lancée bientôt. Tout à fait, chez les gens âgés pour la grippe et chez les gens qui ont une immunité faible. Et même l'UNICEF va fournir le financement aussi nécessaire pour l'eau potable. Les vaccins. Mais aussi comme nous avons bien su, on est au courant de l'eau potable aussi, que l'UNICEF aussi va financer l'achat de l'eau potable pour se déplacer. Tout à fait. Tout à fait. Donc, mais j'avoue que ce n'est pas un problème facile. En théorie, c'est bien, mais aller l'appliquer chez 250 000, 300 000 réfugiés dans 1000 centres, ça ne va pas être facile. Ce qui est aussi, le risque, c'est la période. Donc, il faut s'attendre, cette guerre va finir quand? Donc, 1 mois, 2 mois, 3 mois. Donc, et l'autre point aussi qu'il faut signaler, c'est qu'aujourd'hui, on rentre dans la saison d'hiver. Donc, il faut penser à chauffer ces centres de réfugiés. Donc, qui va payer le fioul, qui va payer ce chauffage, qui, si on ne le fait pas, ça va encore prédisposer ces gens-là à des problèmes d'infection, de grippe, etc. Juste, je profite aussi pour vous poser une question à propos de la situation des hôpitaux. Donc, quel est l'état des hôpitaux au Liban actuellement avec la fermeture de plusieurs hôpitaux au sud, à la Beka? Et aussi, qu'en pensez-vous du système de la santé et des médecins? Aujourd'hui, en ce qui concerne le système hospitalier, 80% des hôpitaux, ce sont des hôpitaux privés. Aujourd'hui, le système hospitalier, il a pu absorber ce grand nombre de blessés, plus de 11 000 blessés en 1 mois. On a pu les hospitaliser, les traiter, mais nous avons adopté une hypothèse d'absorber le choc et de suite transférer ces malades dans leur maison ou dans d'autres structures loin des zones de conflit pour garder la capacité d'admission dans ces hôpitaux. Aujourd'hui, les hôpitaux, moi je vais être rassurant, les hôpitaux libanais ont encore le moyen de traiter, surtout que tous les jours, on a un nombre. Mais pour combien de temps le système de santé peut soutenir et supporter une guerre? Si on compte simplement les réserves en médicaments et en équipements, on peut tenir entre 3 et 4 mois. Mais il y a 2 jours, nous avions une réunion avec le Premier ministre, M. Miati, et avec le ministre de la Santé. La question, c'était, aujourd'hui, on a aidé ces hôpitaux et à partir des donations, on a pu refaire le stock en médicaments et en fournitures. Le stock qui a été consommé les premiers quelques jours. Tout à fait. Oui. Mais la question n'est pas là. La question, parce que j'ai dit que ces hôpitaux étaient privés, ça veut dire qu'ils ont besoin d'argent pour payer les salariés, pour payer l'électricité. Le fioul. Le fioul. Oui. Donc aujourd'hui, il ne suffit pas de leur donner des médicaments et il faut leur fournir la fourniture médicale. Il faut les payer en argent, en liquide, pour qu'ils puissent tenir 2, 3, 4 et 10 Et nous savons très bien les capacités aujourd'hui de l'État. C'est ça. Donc voilà, moi je vous remercie, professeur Youssef Bakhash, vous êtes le président de l'Ordre des médecins.
Merci. Merci. Durant la seconde partie de cet épisode, nous nous pencherons sur le dossier de la guerre et ses conséquences économiques, ainsi que sur la situation des déplacés dans le cadre de la crise économique que connaît le Liban, en compagnie de l'expert en économie et en finance, Nicolas Chirani. Toujours un plaisir de vous recevoir. Merci Maurice. Juste pour commencer, l'agence Moody's a indiqué que le conflit en cours au Liban compromet les effets ou bien les efforts du gouvernement libanais pour stabiliser l'économie et aggrave la situation financière du pays. Il a également souligné qu'une fois que le gouvernement du président Hassan Diab avait décidé de ne pas rembourser les eurobonds en mars 2020, le gouvernement libanais a perdu l'accès aux principales sources de financement extérieur et aux marchés financiers. L'agence de notation a mis en avant l'importance des transferts d'argent des expatriés libanais qui représentent environ 20% du produit ou bien du PIB. Nicolas Chirani, premièrement, qui va payer la facture? Et déjà, il faut savoir que le Liban était un pays en voie, on va dire, de commencement de réhabilitation économique. Nous avons eu une crise économique qui a atteint le Liban, pour rappeler à nos téléspectateurs, fin 2019. Début 2024, on sentait une mini-croissance réelle, pas artificielle, mais réelle, de 2 à 3%, qui permettait en fait à l'économie de se recréer. Si cette croissance avait continué encore 3 à 5 ans, on se serait peut-être retourné à un niveau peut-être pas le même de 2019, mais un niveau assez intéressant pour dire que le Liban est sauvé économiquement. Fin 2023, on était à 2% de croissance à peu près. Tout à fait. Et donc aujourd'hui, ce qui se passe, c'est qu'avec cette guerre, on va dire à peu près 20% du Liban est en train d'être détruit, 25% du Liban est en train d'être détruit. 35% de son activité économique. Il faut faire la différence entre l'économie et l'activité économique, c'est operational activity, qui sont les magasins, les restaurants, les petites et moyennes entreprises qui sont les plus importantes, parce que les petites et moyennes entreprises, ce sont celles qui recrutent, ce sont celles qui font démarrer l'économie. Pas paralysée, détruite. Donc aujourd'hui, on ne repart pas de zéro, on repart de moins 1, moins 2, moins 3. Il faut revenir à zéro. Pour revenir à zéro, certains estiment en fait la facture qui peut varier entre 5 et 8 milliards de dollars. Comment calculer cette facture? C'est une facture qui est calculée... C'est les coûts d'opportunité, premièrement. Direct et indirect. Non, il y a Parlons de coûts directs. Il y a deux types de coûts. Oui. Il y a le coût de reconstruction. C'est ça, l'infrastructure, etc. Ce qu'on appelle du CAPEX en anglais. Et les coûts de fonctionnement et de reconstitution, qui sont les coûts opérationnels ou OPEX. Les coûts de reconstruction, si vous voyez ce qui se passe, je pense que c'est 5 à 6 milliards, 7 milliards de dollars. Mais il faut attendre la fin de la guerre pour pouvoir aussi... Oui, mais faites un petit ratio simple. Si le PIB du pays était de 22 milliards, 23 milliards, un tiers, c'est 7 milliards. 7 milliards. En gros, c'est comme ça que les gens ont fait, personne ne peut aller au sud évaluer. Mais en gros, on parle. Donc déjà, c'est un chiffre estimé. Et aussi les opportunités perdues. Donc, voilà, les opportunités perdues, c'est que... Avec le tourisme, avec les services. J'arrive. Oui. Donc ça, c'est le coût de reconstruction. Et il y a donc, ce coût de reconstruction, donc il y avait 2-3 sources de revenus. Ces entreprises, ces entités, cette partie opération économique qui fabriquait de l'argent pour le pays ou qui produisait de l'argent. Puis on avait la partie qui était touristique, qui n'a pas uniquement été touchée au Liban Sud, mais dans tout le Liban. On était à 4 milliards en 2023 ? Absolument, on est à presque zéro. Personne ne vient. Nous-mêmes, on ne vient plus. On n'ose plus partir déjà. Donc il y a 7 milliards de dollars de reconstruction et le coût d'opportunité de ces entreprises ou de cette activité économique qui fabriquait peut-être toute seule 2-3 milliards de dollars, à part le tourisme. Il faut 5 ans pour la reproduire. Donc 3 fois 5, 15 milliards. Plus à peu près, on va dire, au moins si la guerre s'arrête aujourd'hui,
au moins pour les 3 prochaines années, le tourisme ne va pas fonctionner parce qu'il va y avoir des négociations, des machins, des trucs. Donc ça, c'est 15 autres milliards de dollars. Donc, à mon avis... Ajouter l'agriculture, les services, l'éducation... tout. À mon avis, on est entre 30 et 35 milliards de dollars de besoins en refinancement pour reconstituer cette économie qui ne pourra démarrer qu'après 3 à 5 ans. Qui va aider le Liban? Alors, si on revoit le passé, en 2006, ce sont les pays arabes qui nous ont aidés. Aujourd'hui, mais les circonstances sont différentes. Bien sûr. Aujourd'hui, je ne pense pas que ces derniers souhaitent en fait nous aider s'il n'y a pas une solution globale qui sert leurs intérêts. D'accord ? Cette solution globale, bien sûr, passe par une démilitarisation totale du Liban, les applications des directives de l'ONU 1701 et autres, parce que, en fait, aujourd'hui, qui donne ordonne. Avant, on donnait parce qu'on aimait. Aujourd'hui, on a dit, on vous a aimé, mais vous ne nous avez pas aimé. Voilà nos conditions. Voilà nos conditions. Alors, il faut savoir aussi si, du côté de l'ennemi israélien, est-ce que, qui détruit le pays aujourd'hui pour protéger le sien, pas pour notre bien-être. Il faut que les Libanais comprennent que ce n'est pas pour notre bien-être, c'est pour leur bien-être. OK ? Veuille accepter en fait les conditions initiales qui avaient été négociées en 2006. Aujourd'hui, comme disent les Anglais ou les Américains, they have a seat on the table, we don't have. Ils ont leur place sur la table. Ils ont leur place sur la table de la négociation et nous on subit. On n'est pas là-bas. C'est comme à la fin de la Première Guerre mondiale. Il y a eu les accords des perdants et du gagnant. Permettez-moi de donc poser aujourd'hui, cette question. si les conditions sont plus difficiles et l'acceptation sera plus difficile, le temps de l'arrêt de la guerre va être plus long. Donc plus le temps est long, plus chaque année on va perdre, en gros, à mon avis, 10 à 12 milliards de dollars, qui sont le fonds de fonctionnement, le fonds de roulement du pays. En fait, le pays tourne aujourd'hui sur 10 à 15 milliards. Plus les 35. Revenons au rapport de l'agence Moody's, qui a remis en question et qui a remis en relief le défaut de paiement. Mais le défaut de paiement est la plus grosse erreur, qu'on le veuille ou pas. Il y a beaucoup de politiciens qui veulent justifier en fait que non, c'était pas... Je suis désolé. Un pays qui fait défaut est un pays qui sort du financement économique. On n'avait pas d'argent? Si, on avait de l'argent. On avait encore 37 milliards de dollars après dans la Banque centrale. Ils auraient pu prendre 2, 3 et payer en fait... Et même aussi préparer un soft landing. Payer cet intérêt, gagner un an pour préparer une restructuration sur 30 ans, comme a fait la Grèce. Au lieu de payer 7% d'intérêt, la Grèce a payé 1,5% sur 35 ans, 40 ans. On aurait pu la faire la même chose, garantir en fait la confiance, parce qu'encore on vient à la confiance des marchés internationaux et des créditeurs dans le financement, dans le côté financier du Liban, et non pas faire un défaut, hard default, qui a profité en fait à beaucoup de gens. La première chose, il a profité à l'État libanais, puisqu'il n'a plus à payer. 2, il a profité à certaines personnes qui ont fait qui ont acheté des assurances. Les CDS, les fameux CDS, un jour on saura qui. Pour les gens qui sont pour le défaut. Parce qu'ils ont dit, oui, cet argent, on veut faire profiter aux gens qui ont faim, aux déposants. Faire défaut sur les Eurobonds, les banques ont perdu 15 milliards. Ces 15 milliards, ce sont l'argent des déposants, pas l'argent des banques. Donc, en justifiant le défaut, en disant oui, on n'avait pas d'argent, ces 3 milliards, au lieu de payer en intérêt, on les donne aux déposants. Ils ont fait perdre les déposants 15 milliards et ces 3 milliards n'ont pas été utilisés pour les déposants. La Banque centrale les a dépensés sur les subventions inutiles qui ont été arrêtées. Moi, je vois, on ne le sent pas encore, je vois une crise économique supplémentaire, encore plus forte que la précédente, arriver d'ici la fin de l'année, voire le début de l'année prochaine, qui va impacter en fait, qui va mener à une inflation parce que peut-être on n'aura plus accès au port et à l'aéroport, on ne sait jamais. J'espère que ça va s'arrêter. Espérons-nous. Parce que c'est en train d'augmenter tous les jours, qu'on le veuille ou pas. Donc il y aura peut-être une inflation. Il y aura plein d'entreprises qui, pour l'instant,
sont en train de financer leurs employés avec 1 ou 2 ou 3 mois de salaire, peut-être d'ici 2 mois, ce sera un demi-mois de salaire, mais ils ne peuvent pas le faire éternellement parce que le revenu est en train de baisser. Bon, j'ai vu un petit reportage, ils disent certains revenus, le revenu baisse, certains disent non, je ne veux pas utiliser ce cash que j'ai pour payer parce que je n'ai plus de fonctionnement ou j'ai peur de l'avenir. Les restaurants sont vides. Je suis parti dîner dans un restaurant, par pur hasard. Hein. Un ami m'appelle un soir, il y a 2 jours. Je lui dis, je ne sors pas ces temps-ci. Il m'a dit, viens avec moi, j'ai envie de manger un petit truc. Je suis parti dans un très très grand restaurant libanais, sur l'autoroute. On ne voit pas, non, c'était le nom. J'étais seul, le seul. C'est un restaurant qui fait 450 places. 450 places, j'étais seul, il y avait 2 personnes, lui et moi. Et 10 personnes qui étaient là pour servir. C'est triste. C'est horrible. C'est horrible parce que le secteur touristique et restauration, hôtel, c'est celui qui crée le cash flow direct. Oui. Ce n'est pas future cash flow, c'est immediate cash flow. Donc, tout ça accumulé, les PME du Sud qui sont détruites complètement, l'activité économique du Sud complètement détruite, celle de Beyrouth, de la Bekaa aussi détruite, et du Nord en pleine... ça s'est arrêté en fait, oui, presque arrêté. C'est paralysé, c'est ça. C'est paralysé. Moi, je vois une crise latente économique encore plus violente que la précédente. Parce que la précédente a fait mal aux déposants. Il faut qu'on reparle un peu des déposants parce que c'est catastrophique ce qui arrive. Par contre, se relever, c'est pas demain la veille. Ça va faire mal. Personne ne va donner gratuitement cette fois-ci. Le Liban va être dépendant malheureusement du futur donateur ou des futurs donateurs. Il doit y avoir un changement structurel, politique, interne pour que cet argent puisse rentrer. Sinon, ça ne va jamais rentrer. On va toujours vivre pauvre comme dans les pays, je ne vais pas citer, un peu plus au sud ou en Afrique, etc., qui sont vraiment... On ne revient pas dans le 3e monde, dans le 5e monde. Si vous permettez, l'agence S&P a évalué la possibilité d'une prolongation de la guerre entre Israël et le Hezbollah jusqu'en 2025, avec un potentiel d'extension dans d'autres régions. Selon le rapport qui a été publié, les pertes humaines et les dommages aux infrastructures, le coût croissant de la guerre, le déplacement, la baisse des revenus du tourisme et les changements dans les dynamiques politiques sont des facteurs qui pourraient exercer des pressions considérables sur l'économie libanaise et ce qui pourrait entraver l'équilibre des comptes financiers et extérieurs à long terme. Vous dites quoi à propos des circulaires qui ont été publiées par la Banque centrale? Encore une fois, je pense en connaissance de cause, ce qu'on appelle un plan de risque pour permettre en fait aux consommateurs de garder un pouvoir d'achat. Dans une économie, il faut savoir, c'est toujours le pouvoir d'achat qui commande tout. Tous les indicateurs financiers, tous les KPIs, comme disent les Anglais, tous se concentrent dans ce qu'on appelle le pouvoir d'achat du consommateur ou l'extension ou la contraction des dépenses. Donc si vous avez de l'argent, vous décidez soit de dépenser, soit de garder cet argent. D'accord ? Si vous gardez cet argent, ce qu'on appelle une contraction des dépenses, donc nécessairement une contraction économique. Si vous avez de l'argent et vous dépensez, il y a une croissance économique certaine. Si vous n'avez pas d'argent, vous ne pouvez rien faire. Donc aujourd'hui, la Banque centrale a injecté un peu plus d'argent. C'est rien, hein, c'est vraiment pour les médicaments, à mon avis, etc., qui risqueraient d'être un peu plus cher, etc. Mais 200 millions de dollars pour un mois, c'est quelque chose. C'est énorme. Oui. C'est énorme pour la Banque centrale. Certainement. Est-ce que c'est de ce petit trésor qu'elle a? Oui. Hein, j'espère qu'il sera utilisé pour ça, pas pour autre chose. Hein. Donc oui, ça va aider. Ça va permettre en fait aux consommateurs lambda de continuer à survivre. Mais ils ne peuvent pas le faire éternellement. Si Moody's dit jusqu'à 2025-2030, supposons que la Banque centrale a 1,5 milliard. En 5 mois, si elle fait ça pendant 5 mois, ça c'est fini. Donc notre vue économique est de 5 à 6 mois. Personnellement, je vois une catastrophe dans 5 à 6 mois, Q1 2025. Vous êtes aussi pessimiste? Oui, je suis pessimiste. Pessimiste parce qu'il faut que tous les politiciens du Liban le voient, ce truc-là, s'ils m'écoutent. Il ne faut plus faire comme on a fait en 2019, la tête dans le sable comme une autruche, et dire « Ah, ça va marcher ». Cette fois-ci, ça ne va pas marcher. Parce qu'on est au fond du trou. Hein, et là, il creuse la tombe. Donc,
soit on va dépendre, on va être dépendre d'un pays étranger pour survivre, l'un ou l'autre, ou les autres, hein, et ça va être un Liban qui va être divisé pendant 30 ans, soit on va mettre la main dans la main, dire oui, on est tous d'accord, il faut élire un président, il est temps d'élire un président, parce que seul le président peut négocier la paix, seul un président, c'est d'après la constitution libanaise. Hein. Moi, juste pour donc il est temps de dire, on met tous nos trucs de côté, quel que soit le président. Okay, il y a un Parlement qui va élire à 51%, à 80%, il y a 86 députés. Donc il faut avoir un président, il faut avoir un gouvernement, un exécutif. Un exécutif aligné avec le président, parce qu'on a eu 20 ans d'exécutifs qui ne sont pas alignés avec le président, et même les ministres à l'intérieur de l'exécutif n'étaient pas alignés eux-mêmes, ce qui a fait une catastrophe économique de décision. Et lancer les réformes. Si vous avez un président fort, qui va créer la crédibilité au niveau international, qui va aller à l'ONU, il va leur dire, comme le président des autres pays, créer cette confiance, qui va créer la confiance, qui va créer la crédibilité, qui va avoir un exécutif aligné avec le président, qui va exécuter un plan économique de croissance et une stabilité. J'espère la neutralité du Liban aussi. Oui, on a eu chance. Et cette chance existe. Je veux donner un peu d'espoir. Il faut se battre pour cette chance. Il faut se battre pour la jeunesse. Merci en pour 2001, ils sont venus parce qu'il y a eu une croissance et une stabilité. Donc il faut avancer, il faut pousser vers ça. On n'est pas loin. Vous savez, on va aller soit là, soit là. Poussons parce que c'est juste une fois dans notre vie. Main dans la main, tous ensemble. Mettons de côté notre... Je vous remercie pour cet espoir en fin de cet épisode. Donc, c'est toujours un plaisir de vous recevoir. Moi aussi. Donc, Nicolas Chirani, l'expert en économie et en finance, merci d'être venu. Merci Maurice. Bien voilà, mes chers téléspectateurs, vous pouvez revoir tous nos épisodes sur nos réseaux sociaux. Au revoir.